Alors, quel était l'objectif de cette enquête cette année? L'objectif est à la fois d'évaluer l'impact de la maladie sur le quotidien des patients, des personnes qui vivent avec une maladie chronique respiratoire au quotidien, et de décrire leurs pratiques de prévention tertiaire reconnues ou adoptées pour freiner la progression ou les complications liées à leur maladie. Alors, ce travail a été conduit en 2 temps. Une première partie quantitative qui a généré une forte mobilisation puisque nous avons obtenu plus de 840 questionnaires complets de patients, ce qui nous permet de vous présenter ce matin des résultats à la fois robustes et représentatifs de la réalité et du vécu des patients. Je tiens à souligner que ce questionnaire était composé de 41 questions et nécessitait en moyenne 10 minutes pour les répondants pour y répondre. Ensuite, une partie qualitative avec 15 interviews semi-directifs qui ont permis d'approfondir certains résultats de l'enquête quantitative. Alors, quelques caractéristiques sur le profil des répondants. Il y avait 64% de femmes, 36% d'hommes. L'ensemble des pathologies respiratoires sont représentées dans ce travail. La moyenne d'âge de l'échantillon était de 55 ans, ce qui montre que nous avons pu toucher des cibles jeunes et également moins jeunes. 46% sont en activité professionnelle. Et 2 premiers chiffres qui ont une importance au regard des enjeux qui nous réunissent ce matin, c'est que les répondants déclarent cumuler 1,6 pathologies respiratoires en moyenne. Et pour 62%, ils cumulent d'autres pathologies. Les premières sont les pathologies cardiovasculaires pour 25% d'entre eux. Et ensuite viennent les pathologies métaboliques pour 24% d'entre eux. Alors, que révèle cette enquête sur les pratiques de prévention tertiaire des patients? Ce matin, on souhaitait vous partager 6 enseignements majeurs que nous a permis ce travail. Alors, le premier, c'est le terme de prévention tertiaire n'est jamais employé par les patients. C'est une notion qui reste abstraite. Les contours ne sont pas définis, bien qu'ils puissent en appliquer certains principes dans leur quotidien. Le deuxième enseignement, et c'est à mon sens un des chiffres forts de cette enquête, c'est que près de 6 patients sur 10 ont vécu un épisode d'exacerbation aiguë, c'est-à-dire un épisode d'aggravation de leur maladie dans l'année écoulée. Et pour 22%, cet épisode s'est suivi d'une hospitalisation. Ces chiffres, à eux seuls, viennent illustrer toute l'importance des débats que nous avons ce matin et de cet enjeu de la prévention que nous avons porté comme thématique de ce colloque. Et la nécessité, d'éviter à travers la prévention tertiaire ces ruptures de parcours qui entraînent un coût humain majeur et aussi des impacts médico-économiques. Le troisième enseignement de cette enquête sont que les actions menées en termes de prévention tertiaire par les patients reposent surtout sur l'expérience personnelle. À travers une question ouverte, nous avons pu identifier les pratiques que les patients mettaient en place dans leur quotidien pour limiter les impacts de leur maladie, à la fois sur leur santé physique, mais aussi sur leur santé morale. Et il ressort de l'analyse des verbatims que nous avons recueillis, plus de 800, que c'est l'activité physique qui ressort en premier dans les pratiques des patients. 70% des réponses étaient relatives à ce thème. La deuxième thématique, c'est l'adhésion au traitement. Et la troisième thématique, c'est la prévention psychologique. À noter que la vie sociale ressort aussi dans 8% des réponses que nous avons reçues. Le deuxième enseignement par rapport à l'analyse de ces verbatims qui nous semblait important de partager, c'est que si la vaccination semble partiellement intégrée dans les pratiques, lorsqu'on l'a demandé aux patients s'ils avaient effectué telle ou telle vaccination, elle n'est pas du tout perçue comme un levier pour protéger leur santé respiratoire. Seulement 2 personnes l'ont mentionné spontanément comme un acte de prévention tertiaire. Enfin, 44% des patients ont recours à des pratiques non médicamenteuses telles la médication, le yoga ou encore la cohérence cardiaque. Le quatrième enseignement de cette enquête, c'est le poids des inégalités qu'on connaît d'accès et d'accompagnement. Pour l'accès aux spécialistes déjà, pour plus d'1 patient sur 2, ils estiment que le délai d'accès à un pneumologue est long. Ensuite, seuls 14% des répondants ont eu accès à une réadaptation respiratoire dans l'année écoulée. Enfin, chez les répondants fumeurs ou anciens fumeurs, seuls 35% se sont vus proposer un accompagnement en sevrage tabagique. À noter que 14% des répondants déclarent être des fumeurs actifs. Enfin, le 5e et avant-dernier point enseignement de cette enquête, et qui me paraît un enseignement aussi majeur par rapport aux échanges que nous avons ce matin,
c'est le poids de la souffrance morale. Elle est omniprésente. 61% des patients déclarent être en détresse psychologique. C'est énorme. Marqués par le manque de contrôle de leur maladie, le stress, l'anxiété, l'étouffement et la crainte associée de la mort que ça génère, la fatigue qui limite les activités, à la fois physiques et sociales, et qui renforce cette frustration et ce sentiment d'isolement qu'évoquait Géraldine dans son témoignage et sa lettre justement. L'invisibilité de la maladie pour l'entourage qui accentue l'incompréhension et le silence dans lequel peuvent se plonger les patients. Le fort impact est aussi sur la vie sociale. 90% des répondants disent que leur maladie respiratoire a un impact sur leur vie sociale. Enfin, dernier enseignement de cette enquête, elle nous a permis de déterminer des profils de patients face à la prévention tertiaire. Selon la maladie, le degré de celle-ci, le niveau d'acceptation de celle-ci, les patients ont un cheminement et des pratiques différentes en termes de prévention tertiaire. Nous avons identifié 3 profils. Alors, sans entrer dans le détail, nous avons identifié ce qu'on a appelé les proactifs, qui représentaient 42% des répondants à cette enquête, qui sont rigoureux, souvent plus âgés et diagnostiqués depuis plus longtemps, qui ont intégré la maladie à leur quotidien et appliquent pleinement les principes de la prévention tertiaire. Ensuite, les réactifs, 33%, plus jeunes, souvent avec des obligations familiales et en activité professionnelle. Ils ont peur de voir leur état respiratoire se dégrader, mais pour autant, ils se sentent démunis et en manque d'informations sur les mécanismes de leur maladie et les moyens de la contrôler. Ils sont en recherche d'un cadre pour avancer dans ce sens-là. Enfin, les inactifs, 25% des répondants, qui ne se sentent pas du tout concernés par la prévention tertiaire. Ils la relèguent à l'arrière-plan, estimant que la maladie est moins gênante, il y a moins d'impact sur leur quotidien, souvent associé à des formes plus légères de leur pathologie. Alors au final, quels sont les freins et les leviers des patients en termes de prévention tertiaire ? Alors tout d'abord, les facteurs qui motivent, c'est tout d'abord les conseils des professionnels de santé, surtout lorsqu'ils sont ciblés et personnalisés. Les séjours en réadaptation respiratoire ressortent aussi comme un point fort des attentes des patients, qui favorisent une meilleure compréhension de la maladie et l'intégration des bonnes pratiques dans leur quotidien. Ensuite, il y a la dégradation de l'état de santé, des bronchites à répétition, un épisode d'hospitalisation qui agissent comme un véritable déclic sur l'importance vitale pour eux d'une bonne adhésion au traitement ou encore de l'activité physique. Et enfin, point très important, c'est l'appartenance à un groupe. Ne pas se sentir seul et se sentir compris. Cela passe par la réadaptation respiratoire, par les associations ou un entourage proche, amical ou familial sensibilisé à la cause et avec qui les patients peuvent partager. A contrario, quels sont les freins à l'action ? Le premier, c'est la méconnaissance de la maladie, de ses mécanismes, et qui entraîne des idées reçues, des fausses croyances et au final une inaction. L'absence de conseils et de structures de proximité. Les limitations physiques liées aux symptômes, la fatigue, la dyspnée dont on a parlé. L'état psychologique aussi qui ressort clairement dans ce travail d'enquête. Et les coûts élevés d'accès à certains dispositifs de prévention tertiaire. Alors, en résumé, pour conclure, cette enquête vient nous éclairer avec force sur les enjeux de la prévention tertiaire et cette volonté que nous avons eue ce matin de porter la prévention au cœur des débats, avec des actions concrètes. Cette enquête montre que les patients sont en attente, ils sont demandeurs et qui souhaitent être accompagnés et avec un accompagnement global à la fois sur leur maladie, sur les impacts physiques, mais aussi sur les impacts sur leur mental. Et qui souhaitent être accompagnés, point important, dès le diagnostic de leur maladie. Alors je terminerai par citer notre vice-présidente, Christiane, car ces mots donnent de l'écho, à mon sens, au message clé de cette enquête. Je la cite. « En me proposant un projet de soins dès mon diagnostic, mon pneumologue m'a implicitement donné de l'avenir et de l'espoir. Cela m'a aussi responsabilisée et conduite à une prise de conscience essentielle. Vivre avec une maladie chronique, c'est un travail à part entière. Il faut y consacrer du temps, de l'énergie et accepter d'en faire une part de son quotidien. » Merci à tous et je laisse la place aux prochains intervenants et à Catherine.